Maintenant, Tiangong-2 se trouve à environ 400 km au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui, nous avons invité la personne qui le connaît le mieux. Zhu Songpang, concepteur en chef de Tiangong-2, est venu à Magistral. Comment décryptera-t-il la station spatiale chinoise? Certaines images ne sont pas diffusées à la télé. En fait, beaucoup d'expériences ne peuvent pas être vues. Qu'est-ce qui est arrivé pendant cette période? Cette fois-ci, nous avons installé une main robotique. La difficulté était grande. C'est plus tard que j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas. Il y avait une particule de 0,1 mm. Ce danger potentiel aurait pu se retrouver à bord de Tiangong-2. Comment fera-t-il face à la curiosité et aux aspirations des jeunes vis-à-vis de l'exploration spatiale? Lors de la construction de la Station spatiale internationale, est-ce que les pays étrangers ont exclu la Chine? Pourquoi notre vaisseau a la forme d'un tonneau avec deux feuilles? Quand pourrons-nous envoyer notre premier groupe de scientifiques dans la station spatiale? Nous avons commencé en retard, mais notre point de départ est très avantageux. Hommage à 60 années d'aérospatiale chinoise. L'invité du jour, Zhu Zhongpang. Je suis l'astronaute Sa Beining. Détection devant nous d'un véhicule spatial. Système, peux-tu confirmer? 目标航天器是由中国制造的首个空间实验室天宫2号，具备轨道对接机构，可以操作开舱。对接完成，欢迎进入中国首座空间实验室天宫2号。 C'est une vieille installation. L'espace est un peu réduit. 根据资料，在2个世纪前，这是中国人建造过的最大太空空间，足够3位航天员生活工作。这也是当时中国最早能够实现太空燃料补加的航天器，具有里程碑式的意义。 Dans un espace aussi limité, il est difficile d'imaginer quel type d'expérience pouvait être effectuée à l'époque. 事实上，当时的大量实验都受到世界范围内的关注。今天广泛使用的量子高密集通讯系统、自循环空间站里的太空水道、超级拟南界等历史最悠久的太空作物，都是在这间空间实验室里第一次进行实验的。 C'est vraiment génial. Système, prépare le retour. On va essayer d'en connaître plus sur Tiangong-2 à notre retour. Bonjour à tous, vous regardez maintenant Magistral, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je suis votre hôte Sa Beining, qui vient de rentrer d'un voyage spatial et je vous souhaite la bienvenue. Vous avez vu ma performance à l'instant, avec une combinaison spatiale et mon visage expressif. En fait, c'est un court-métrage de science-fiction intitulé « L'histoire de la station spatiale chinoise ». Il a été produit par CCTV avec la collaboration du célèbre écrivain de science-fiction, M. Liu Cixin. Le protagoniste de ce programme est Tiangong-2, lancé avec succès le jour de la fête de la mi-automne 2016. Aujourd'hui, nous avons invité la personne qui connaît le mieux Tiangong-2. Des applaudissements pour notre invité d'aujourd'hui, M. Zhu Zhongpang, concepteur en chef de Tiangong-2. Bonjour, Monsieur Zhu. Bonjour. Bienvenue, bienvenue. Merci, merci à tous. Asseyez-vous. Maintenant, Tiangong-2 se trouve à environ 400 km au-dessus de nos têtes. Il passe toutes les 90 minutes, c'est bien ça? Oui. Il fait le tour de la Terre toutes les 90 minutes. Le scénario de science-fiction de tout à l'heure est-il crédible alors? Pourrait-il rester ainsi dans l'espace pendant 100 ou 200 ans? La structure ne devrait pas poser de problème. Je vois. Si vous mettez la structure sur une orbite très haute, elle y restera 100 ans. Et il n'y a pas de corrosion dans l'espace. Tout à fait. C'est un état de vide. Tout à fait, mais beaucoup d'appareils électroniques n'ont pas une durée de vie aussi longue. S'ils tombent en panne, le vaisseau ne peut pas fonctionner. Il ne sera plus sous notre contrôle. Non, même le signal aura disparu. Cette fois-ci, les astronautes de Tiangong-2 ont montré au public leur vie et leur travail pendant plus de 30 jours dans l'espace. Voici quelques extraits d'ailleurs. Ça, c'est la sériciculture.
Ont-ils demandé à ce ver quelles étaient ses impressions? On l'a fait flotter. Ça, c'est un cocon. Oui, chaque ver à soie a une capsule dans laquelle il vit. Au sol, on a fait également de la sériculture pour voir s'il y avait des différences en termes de croissance et de développement des vers à soie, ainsi que de forme des cocons. Avant, nous ne savions pas. Nous pensions que le cocon de ver à soie dans l'espace pourrait avoir une forme très irrégulière, peut-être un triangle ou une forme étrange. Maintenant, il semble que la forme soit presque la même. C'est une petite bouchée pour ce ver à soie, mais un pas de géant pour son espèce entière. Quoi d'autre? La culture des laitues. Cela revêt vraiment une grande importance, parce que dans le futur, les hommes vivront de longues périodes dans l'espace. D'autres aliments sont plus faciles à conserver, comme la viande ou les desserts. Mais il est difficile de conserver les légumes à l'état frais plus d'un mois. Cette fois-ci, si on en cultive un peu plus, il y aura assez de laitue pour 2 astronautes. Ces laitues de l'espace ont été mangées dans des fondues mongoles ou bien... Je pense qu'ils les ont mangées, certainement. Elles ont été mangées? On les ramène et on y goûte, c'est sûr. C'est aussi un produit d'essai. Après les avoir ramenées, après l'achèvement de l'étude, on ne sait pas dans l'estomac de qui elles sont tombées. C'est un mets absolument respectueux de l'environnement. La laitue spatiale. Là, on les voit faire des exercices physiques. C'est comme si on emmenait un chien faire une balade. On lui saisit le col quand il court. Au début, il n'était pas habitué, mais plus tard, il pouvait courir comme sur la terre. Il était très à l'aise. Ils ont tous les deux couru pendant plus d'une demi-heure et étaient couverts de sueur. Le but de l'exercice était pleinement atteint. Pourquoi font-ils des exercices dans l'espace? Parce qu'à l'avenir, on fera de longs séjours dans la station spatiale, plus d'1 an peut-être. Les gens ont besoin d'exercices, sinon le corps s'affaiblit. Donc il faut faire des exercices. Il y a trop de choses et de détails auxquels nous nous intéressons. Je dirais que la personne qui connaît le mieux Tiangong 2, c'est bien vous. On peut dire ça. Vous et votre équipe. Tout à fait. Donc, je vais quitter le plateau pour laisser la parole à Monsieur Zhu, le concepteur en chef, s'il vous plaît. Bonjour chers amis. Vous venez de voir des astronautes faire des expériences très intéressantes dans l'espace. Cette fois-ci, nous avons créé de nombreuses conditions permettant un séjour à durée moyenne des astronautes. Donc leur séjour dans l'espace était assez riche et coloré. Chaque soir à 19 h, ils pouvaient regarder le journal télévisé de CCTV et communiquer avec leur famille via des appels vidéo. Parfois, je les ai vus rire joyeusement pendant qu'ils communiquaient avec leur famille. Certaines images n'ont pas été diffusées à la télé, mais nous avons vu sur le site qu'ils faisaient divers gestes pour amuser leur famille. C'était très intéressant. En fait, la mission du laboratoire spatial Tiangong 2 ne se limite pas à ces choses-là diffusées à la télévision. Ce que nous voyons n'est qu'une partie de la mission. La tâche principale, c'est d'effectuer des essais en préparation à la construction de la future station spatiale. Puisque la construction de la station spatiale est une entreprise à grande échelle, dont le coût est grand, si les tests préparatoires ne sont pas suffisants et que dans le futur, il apparaît des problèmes majeurs, le prix sera trop important. C'est vrai que notre laboratoire spatial Tiangong 2 n'est pas grand, mais il est très fonctionnel. Nous avons utilisé un seul laboratoire spatial pour accomplir les tâches de plusieurs laboratoires spatiaux. Bien sûr, le séjour de 30 jours des astronautes est une tâche relativement importante. Le séjour des hommes dans l'espace se prolonge et c'est tout un processus. Yang Liwei a été le premier Chinois à aller dans l'espace. Ensuite, le séjour s'est prolongé petit à petit, jusqu'à une dizaine de jours, ce qui est toujours considéré comme un séjour court. 30 jours, c'est considéré comme un séjour de durée moyenne. C'est un seuil internationalement reconnu. En 30 jours, on peut atteindre le but du séjour de durée moyenne. Il existe de nombreuses différences entre la vie dans l'espace et la vie sur Terre. En fait, on ressent des changements au niveau du goût, de l'ouïe et de la vision, ainsi qu'avec les muscles et le système cardiovasculaire. On ne peut pas se permettre d'endommager le corps à cause d'un trop long séjour. Alors pourquoi devrions-nous rester 30 jours?
pour préparer les séjours de longue durée des futurs astronautes, parce que l'humanité quitte la Terre dans le but d'explorer l'univers, tout en utilisant les ressources spatiales et la microgravité à son profit. En outre, nous pouvons aller plus loin, sur la Lune, Mars et même au-delà. Ces destinations prendront plus de temps de vol. Actuellement, l'aller simple du voyage pour Mars est de 250 jours. Un aller-retour seul fait 500 jours. Donc, vous devez absolument résoudre le problème du long séjour dans l'espace, les problèmes liés à la survie, notamment les exercices, la sécurité médicale et même l'alimentation. Grâce à cet essai, on a récolté beaucoup de résultats, beaucoup de données. En plus, on a fait des essais de réparation dans l'espace. Il n'est pas difficile de réparer une chose au sol, mais quand on répare des choses là-haut, à cause de la pesanteur, il est plus difficile de manœuvrer quand on donne un tour de vis ou qu'on arrache un connecteur. Cette fois-ci, nous avons installé un bras mécanique, c'est-à-dire une main robotique qui peut prendre un outil pour visser, brancher ou arracher un connecteur et même attraper une petite balle, c'est-à-dire capter un objet. Tous ces essais techniques servent à préparer la future station spatiale. Nous savons tous que la station spatiale orbitera longtemps, soit plus d'une décennie. L'ISS, par exemple, fonctionne depuis près de 2 décennies. Il est difficile de réaliser un séjour aussi long seulement en dépendant de la fiabilité de ses propres appareils. Il peut y avoir des appareils qui montrent des défaillances ou des dégradations. Il est nécessaire de les remplacer régulièrement. C'est ce qu'on appelle la maintenance et la réparation spatiale. La maintenance à l'intérieur peut être relativement facile. Pour réparer hors de l'engin, nous savons que les astronautes doivent sortir dans un environnement vide. Il y a aussi des variations de température d'une centaine de degrés. Il est très difficile de faire des essais de réparation et de maintenance dans ces conditions-là. L'astronaute doit porter une combinaison hors de l'engin spatial. Elle est lourde et encombrante. Quand on la porte, on n'est pas agile des mains et ni des pieds. Donc à l'avenir, l'efficacité sera considérablement améliorée à l'aide de ce bras robotique. En 2017, on a effectué un amarrage avec le vaisseau cargo Tianzhou 1. Pourquoi? Parce que l'approvisionnement en propergol, c'est-à-dire qu'on a ravitaillé le laboratoire spatial avec le propergol acheminé par Tianzhou 1. Cette mission est d'une grande importance, parce que dans le futur, la station spatiale restera dans l'espace, et son propergol se consommera sans cesse. Donc vous devez en rajouter. Quand nous conduisons, la consommation de carburant exige de faire le plein. C'est la même chose. Une fois cette tâche terminée, notre pays sera le 2e pays ayant réalisé un approvisionnement en propergol en navette spatiale. La Russie est le 1er pays à l'avoir fait. La Station spatiale internationale dépend de la Russie pour l'approvisionnement en propergol. Nous avons commencé en retard, mais notre point de départ est très avantageux. Nous, les professionnels de l'industrie aérospatiale, devons suivre le principe de travailler de façon rigoureuse, prudente, méticuleuse et pragmatique. On ne permet aucun danger potentiel. Notre culture de qualité s'appelle zéro défaut. Chacun doit respecter l'engagement dit zéro défaut. Une fois les fusées lancées dans l'espace, s'il y a un problème, une panne, les conséquences peuvent être très graves. Dans ce domaine, des accidents en Chine ou à l'étranger sont nombreux, avec même la perte d'astronautes. Les vaisseaux spatiaux sont très délicats, ils sont vulnérables. Parfois, même un petit débris entraîne de graves conséquences. Une fois, au cours d'un essai de vide thermique, on a testé le pompage secondaire. Quand la pompe fonctionne, la pression requise à la sortie doit atteindre 23 mégapascales. Mais en fait, lors de notre essai, la pression n'atteignait que 10 mégapascales. La pression n'augmentant plus, l'essai ne pouvait se poursuivre. Nous avons démonté cette pompe pour l'examiner et constaté qu'il y avait quelque chose dans la soupape à l'intérieur. C'était une particule de 0,1 mm. Ça ne se voit qu'avec une loupe. L'étanchéité de la soupape anti-retour a baissé à cause de cela. Nous nous sommes dit ensuite, on a trouvé une particule, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Nous pensions que c'était difficile à déterminer. Après avoir retiré la particule, la pompe était redevenue normale. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas autre chose à l'intérieur de la canalisation. Ensuite, nous avons une idée. On a démonté le conduit section par section. Dans chacune d'elles, on a fait passer du gaz très propre à haute pression.
En adoptant cette approche, on a pu enlever les particules. Ça s'est passé pendant la période de la fête du printemps. De nombreux employés n'ont pas passé de bonnes fêtes, n'est-ce pas? Après avoir nettoyé tout le conduit, il n'y avait plus de poussière, nous étions rassurés. Nous avons découvert plus tard que la particule en question avait été absorbée pendant une opération au sol par imprudence. Pendant l'essai du pompage, il y a eu un contact avec l'air extérieur. À cause d'une négligence, on a aspiré cette particule. Puis, avec le flux d'air, elle est arrivée dans la soupape. Dans cet incident, on peut voir que si une personne n'est pas méticuleuse dans son travail, l'impact est très grand. Heureusement, le problème a été détecté au sol. Si la particule n'était pas arrivée dans la soupape, la panne n'aurait pas été détectée. La pompe aurait fonctionné normalement. Bien sûr, ce danger potentiel aurait pu se retrouver à bord de Tiangong 2. Ensuite, au cours de l'amarrage avec le vaisseau cargo, surtout au cours de l'approvisionnement en propergol, un problème aurait pu se produire. Nous pensons imaginer les conséquences. Une particule de 0,1 mm aurait pu causer la défaite de la mission. Les conséquences auraient été très graves. Nous suivons maintenant une règle d'or. Avoir un cadre à l'action, agir selon ce cadre et tenir un registre. Avoir un cadre veut dire que tout travail doit respecter une procédure formelle et approuvée. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, demander son avis et faire ce qu'il dit. Ce n'est pas la bonne procédure. Nous devons donc souligner ce point. Le second est de faire les choses en respectant ce cadre. On ne peut pas agir à sa fantaisie, n'est-ce pas? Bien sûr, on peut avoir des points de vue différents sur un aspect du cadre. Nous pouvons discuter. Si après étude et vérification, on a vraiment besoin de modifier, on modifiera le cadre. Le troisième point est de tenir un registre. De nos jours, les jeunes n'aiment pas écrire. Après avoir achevé un travail, ils pensent que c'est fini et c'est tout. Le problème, c'est qu'avec le temps, la mémoire flanche. Quand un problème surgit, on ne peut pas trouver la source, la cause du problème, si on ne tient pas de registre. C'est impossible. Pour assurer la qualité zéro défaut, il faut travailler de manière rigoureuse. Avec de telles exigences, la pression sur la personne est différente, n'est-ce pas? On doit travailler plus dur pour assurer le succès et la sécurité des astronautes. La stratégie de la navette spatiale habitée de la Chine se divise en 3 étapes. La première étape consiste à lancer le vaisseau spatial Shenzhou. C'est-à-dire que les astronautes peuvent aller dans l'espace et revenir en toute sécurité. Ensuite, la deuxième étape consiste à réaliser l'amarrage avec l'engin spatial ciblé, comme Tiangong 1. Les amarrages avec Shenzhou 8, 9 et 10 ont été des succès. L'autre objectif consiste à réaliser l'approvisionnement en propergol et le séjour à moyen terme. C'est la mission principale de Tiangong 2. Ensuite, la troisième étape, c'est de construire une station spatiale pour que nos astronautes puissent aller plus loin dans l'espace. Merci à tous. Bonjour à tous, vous regardez maintenant Magistral, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Merci Monsieur Zhu, merci beaucoup. Merci à tous. Asseyez-vous. Les spectateurs ont posé beaucoup de questions amusantes. Par exemple, est-ce que le Wi-Fi est rapide à bord de Tiangong 2? Nous utilisons le Bluetooth, pas la Wi-Fi. Ah bon? Oui. Quand le signal au sol arrive au laboratoire spatial, il se transforme en Bluetooth à l'intérieur. On peut porter un casque sans fil. On n'utilise pas le Wi-Fi, donc on n'a pas besoin de mot de passe. La connexion est automatique. Question suivante. La curiosité de ce spectateur est vraiment... mais son imagination est aussi très riche. Quand vous avez conçu le laboratoire, comment avez-vous réfléchi pour les toilettes? Comment les astronautes se lavent-ils? Pourquoi vous vous souciez de cela? C'est en fait très important. Pour les astronautes dans l'espace, l'hygiène se fait ainsi. Ils ne se lavent pas les mains au robinet comme on le fait sur Terre. Ils s'essuient avec une serviette humide.
Ah, d'accord. On n'utilise pas une pomme de douche pour se laver les cheveux. On peut se laver les cheveux? Oui, on utilise... Ah, le nettoyage sec. On frotte avec quelque chose de spécial pour enlever la graisse des cheveux, puis on utilise une serviette pour tout essuyer. Pour ce séjour de durée moyenne, les astronautes n'ont pas pris de douche. Ils ne font que s'essuyer le corps. Vous abordez en fait une question très difficile. Un problème technique. On a également développé un dispositif spécial. C'est un appareil pour se laver. On se place à l'intérieur de ce dispositif étanche. Seule la tête reste à l'extérieur. Dedans, de l'eau s'écoule pour se laver le corps. De l'eau rentre. À l'intérieur, il y a comme des pommes de douche dont les jets vous lavent le corps. Et puis l'eau est pompée. Il y a aussi de petites brosses. Comme pour le lavage des voitures. Ah bon? Oui, bien sûr, ce dispositif est encore un peu compliqué à faire fonctionner. En fait, on ne l'utilise pas encore dans l'espace. À travers de nombreux aspects du quotidien, nous constatons l'attention aux détails et la difficulté du travail des professionnels de l'aérospatiale. Encore et encore, ils doivent réfléchir à tous les détails et étudier pour que tous les problèmes restent sur Terre et garantir une sécurité sans faille. Voilà ce qu'ils font. Bien, la parole maintenant est aux 6 représentants du public. Bonjour, j'ai été présidente de l'association des amateurs de science-fiction de l'Université des sciences et technologies de Beijing. L'association de science-fiction? Oui, j'adore la science-fiction. Donc aujourd'hui, je voudrais poser une question qui est liée. Nous savons tous que l'espace a toujours été un sujet de science-fiction incontournable. Toutes les œuvres de science-fiction qui en parlent mentionnent des vaisseaux spatiaux et des choses du genre. Tout à l'heure, j'ai fait un croquis. Dans les films de science-fiction, on peut voir les vaisseaux spatiaux comme l'Entreprise, qui ressemble à une combinaison d'une assiette et d'une baguette. Il y a aussi l'étoile noire, qui est simplement une sphère. Dans le célèbre roman Le problème à 3 corps, on parle d'un vaisseau spatial très célèbre appelé Goutte d'eau, qui a une forme très épurée. Alors, pourquoi notre vaisseau a la forme d'un tonneau avec 2 feuilles? C'est une structure rudimentaire. Vous êtes face à son concepteur, un peu de tact, je vous prie. C'est comme un tonneau plus 2 feuilles, une forme simple, on dirait. Un cylindre. Vous pensez que c'est... Ce n'est pas aussi cool que ceux des films de science-fiction. Je voudrais savoir si nous aurons la chance de voir un vaisseau spatial aussi cool au cours de notre vie. Quelles difficultés cela représente-t-il au niveau de la conception? Elle a posé une question assez professionnelle. Un engin spatial habité a une caractéristique. Comme il est habité, il doit avoir un espace hermétique. Quand on conçoit généralement, on cherche à réaliser le volume maximum avec le poids minimum. De toutes les figures de même air, c'est la sphère qui a le plus grand volume. Et puis, pour son lancement, le vaisseau spatial se trouve à l'intérieur de la coiffe de la fusée, qui est cylindrique, n'est-ce pas ? Il ne peut être développé qu'à la verticale. Une sphère allongée devient un cylindre. Il faut dire que c'est la forme optimale. La plus pratique. Oui, Exact. oui. Vous pouvez aussi faire un cube, mais ça coûterait plus cher et ça n'en vaudrait pas la peine. Bien sûr, si vous voulez faire un satellite, un engin non habité, il peut avoir une forme étrange. Mais lorsque vous le lancez, il doit être replié. Parce que la coiffe a une taille limitée et c'est seulement dans le ciel que l'engin se dépliera. En pratique, étant donné les limites de la technologie humaine actuelle, pour envoyer les hommes dans l'espace, le baril est la meilleure forme. C'est la meilleure structure. Oui. Monsieur Sa a parlé de l'aspect pratique. Je viens de voir dans cette vidéo qu'en apesanteur, les astronautes ont besoin de beaucoup d'équipements auxiliaires pour faire du sport, comme courir. Ce n'est pas très pratique. Pourquoi ne pouvons-nous pas, comme dans les films de science-fiction, concevoir un module à gravité artificielle qui peut créer la gravité par rotation ou d'autres moyens? La gravité artificielle. Oui. C'est une bonne question. En fait, c'est possible avec la rotation. On a aussi songé à cette forme, à savoir un grand tore tournant dans lequel les hommes vivraient. Bien sûr, le coût serait relativement important. Tout d'abord, le tore doit être énorme. Plus le rayon est élevé, plus on peut obtenir une force centrifuge importante. Ce serait difficile de lancer un si grand tore. Je crois qu'à l'avenir, on pourra le faire. On fera un module gonflable, quelque chose de similaire à une tente dans le ciel. Une fois gonflé, ça deviendra un grand disque de quelques dizaines de mètres de diamètre. Et puis on le fera tourner. C'est possible. Techniquement, c'est faisable. Mais c'est un peu coûteux pour le réaliser.
Dans les films de science-fiction, on retrouve souvent la même toile de fond. Les ressources terrestres étant épuisées et les hommes n'ont d'autre choix que de migrer vers les étoiles. Parfois, on a l'impression que les gens ordinaires ne peuvent qu'avoir les pieds sur Terre, mais certains d'entre eux, les amateurs de science, regardent les étoiles. Seuls les scientifiques comme vous sont vraiment en train de faire de la planification à long terme pour le voyage de l'humanité vers les étoiles. Nous vous en remercions. Merci. Grâce à leurs efforts, ils transforment petit à petit votre imagination sur la technologie du futur en réalité. Je vous admire beaucoup. Au suivant. Bonjour, Monsieur Zhu et Monsieur Sa. Je voudrais partager un de mes secrets, un de mes regrets. Vous êtes sûr? Vous voulez partager un regret? C'est décidé. Très bien. Je voulais être astronaute, mais nous savons tous que pour être astronaute, il faut d'abord devenir pilote de l'armée de l'air. En troisième année, j'ai participé à la sélection des pilotes de notre région militaire. Je vois. À l'époque, la sélection des pilotes était vraiment stricte, mais je pensais que j'étais au top de ma forme. J'ai pourtant été éliminé au premier tour. J'ai participé à la sélection des pilotes de l'armée de l'air quand j'étais en troisième année du lycée. C'est vrai? Oui, on m'a même pas permis de m'inscrire. J'ai même pas participé au premier tour. À ce moment-là, ils recrutaient pas d'élèves en sciences humaines. J'ai dit que j'étais élève en lettres, ils m'ont dit au revoir, rentre à la maison et attends la réponse. Oui, c'était une sélection très stricte. Je me souviens qu'il y avait 3 tours. Tout d'abord, c'est la présélection, et lorsqu'on a été examiné, on était tout nus. C'était pour voir l'état général. Tout nu? Oh mon Dieu, c'était vraiment très strict. On examine d'abord l'état général, la vision, la taille, le poids, la tension artérielle, et puis on regarde si vous avez des blessures, les embarqués, et si vos dents sont bien alignées. Les dents? Oui, d'après ce que je comprends, voler peut être très éprouvant, notamment du fait du différentiel de pression atmosphérique. Il faut donc être en excellentes conditions physiques. Donc si vous avez une carie, quand il y a un changement de pression... Pas à ce point. J'exagérais peut-être. Le médecin m'a dit que mes bras n'étaient pas suffisamment longs, donc j'ai été éliminé au premier tour. Ah, de peur que vous puissiez pas atteindre le manche peut-être. Alors j'aimerais demander à Monsieur Zhu, maintenant que la technologie aéronautique est déjà développée à un tel niveau, pourquoi nous sommes aussi stricts sur la sélection des astronautes? Est-ce que dans le futur, la sélection des astronautes pourra devenir moins stricte? Vous demandez pourquoi la sélection des pilotes aériens est si stricte. Je pense que c'est parce que maintenant, trop de gens veulent être pilotes. Alors on doit choisir les meilleurs. Une personne sur 10 000. Oui, en fait, c'est pareil pour la sélection des astronautes. Les astronautes ont tous été pilotes. C'est la crème des pilotes. Oui, en fait, dans le domaine aérospatial, je pense qu'il faut remplir des conditions minimum, à savoir un bon cœur, pas d'hypertension artérielle, pas de problème cardiaque. Je pense que la plupart des gens assis ici remplissent ces conditions physiques pour être astronaute. On n'examine pas les dents? Non, absolument pas. Très bien, vous avez encore de l'espoir. Et j'ai entendu dire que notre pays a commencé à recruter de nouveaux astronautes et que pour la première fois, on ne recrute pas nécessairement des pilotes de l'armée de l'air. Tout à fait, on recrute dans les universités. Oui, ça a déjà commencé. Oui, tout à fait, c'est la deuxième question. Il n'y a pas longtemps, l'académicien Tiff à Gênes est venu ici. Oui. Il a dit qu'à l'avenir, il y aura 2 sortes de personnes dans l'espace. Les astronautes comme Yang Yiwei et aussi des experts qui feront des expériences scientifiques dans l'espace. J'aimerais faire partie de la deuxième catégorie et je travaille dans ce but. Puisque vous ne pouvez pas faire partie de la première, vous pensez que... Oui, j'ai aucun espoir de devenir astronaute, parce que vous avez été éliminé au premier tour. Oui, mais j'étudie l'aérospatiale, donc je pense qu'il y a encore de l'espoir. Je voudrais donc demander à Monsieur Zhu, quand pourrons-nous envoyer notre premier groupe de scientifiques dans la station spatiale? Et de quel domaine seront-ils des experts? Je me demande encore quelle orientation je dois prendre. Ce jeune homme n'abandonne pas, il veut réaliser ce rêve quoi qu'il arrive, hein. Ce que vous dites est vrai. Maintenant, la station spatiale est en train de recruter des scientifiques. Il s'agit de faire des expériences. Vous embarquez en tant que scientifique. Par exemple, si on a besoin de cultiver des végétaux, peut-être qu'on aura besoin d'un biologiste. Oui, quelqu'un qui s'y connaît en biologie. Nous avons des gens à l'intérieur de notre équipe qui veulent devenir ingénieurs en réparation et maintenance. Par exemple, quelqu'un peut embarquer pour changer une pompe. Il s'y connaît mieux que les astronautes dans ce domaine et peut facilement changer une pompe une fois dans l'espace. On peut aussi réparer un ordinateur. Quelle spécialité apprenez-vous maintenant? La conception d'aéronefs. Je m'intéresse principalement aux satellites. La station spatiale est aussi un champ d'études pour moi à l'avenir. Je pense que je dois d'abord bien maîtriser mon domaine pour préparer mon voyage dans l'espace le plus tôt possible. Merci à vous. Allez, Liu Shuang.
Bonjour, monsieur Zhou et monsieur Sa. Je suis en deuxième année au lycée de Bayi. J'ai participé au développement du premier petit satellite des lycéens de Chine. On l'a lancé à partir de sites de Taïwan. Formidable. Je comprends pas, vous n'avez pas encore le bac? Je suis en deuxième année. Vous n'avez pas l'air d'un lycéen. Regardez cette image, c'est notre satellite. Monsieur Zhou, vous savez certainement qu'horizontalement, sur la deuxième rangée, c'est une bobine. Oui. Vous devez savoir que cela s'appelle un magnétocoupleur, un système de contrôle d'attitude du satellite. Tout à fait. Monsieur Zhou ne l'aurait pas reconnu si vous ne l'aviez pas dit. Le vôtre et celui de Monsieur Zhou ne sont peut-être pas pareils, n'est-ce pas? Le sien est relativement simple. Le nôtre pèse plus que cela, donc nous utilisons un gyroscope pour le contrôle d'attitude. Je suis en charge du contrôle d'attitude dans ce projet, donc je voudrais vous poser une question. Notre satellite est très petit et votre Tiangong 2 est très grand avec des gens à l'intérieur. Ces gens ont des activités comme faire du vélo ou même courir. Par exemple, quand les gens sont en train de faire du vélo, les roues tournent. Est-ce que cela provoque une perturbation au niveau de l'attitude de ce grand satellite? Du point de vue du contrôle, la perturbation est très faible, parce que c'est une force interne qui entraîne une interaction interne. Elle devrait avoir peu d'effet sur l'attitude. Si des objets de trop grande taille se mouvaient à l'intérieur, ou même s'entrechoquaient, cela pourrait avoir un impact. Mais comme le nôtre pèse plus de 8,6 tonnes, une petite chose a peu d'effet. Combien pèse votre satellite? 2,7 kilos. C'est très petit, 2,7 kilos. La taille d'une boîte de mouchoirs. Ah bon? Oui. Vous comprenez mieux maintenant? Oui, merci. Regardez maintenant ceci. On m'a demandé si ce satellite avait été développé par nous-mêmes. On me voit d'ailleurs pendant le montage du satellite, je suis en train de fixer les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont directement fixés à l'extérieur du satellite. Nos panneaux solaires couvrent les 6 côtés du satellite. Fixés à la surface? Oui, ils peuvent se déployer comme des ailes. Et à quoi sert ce satellite? Il a un appareil photo, il peut donc faire de l'observation, puis transmettre les images vers la Terre. On peut montrer ces images aux camarades de classe pour deviner de quelle région il s'agit, par exemple. Vous avez envoyé un appareil avec retardateur, n'est-ce pas? Oui, pour photographier la Terre. Une grande perche à selfie. Je l'admire beaucoup, vraiment. Quand j'étais au lycée, je ne savais rien de tout cela. Lui peut faire un satellite qui peut voler. Le moineau est petit, mais il est entièrement équipé. Pourquoi? Pour qu'un satellite vole dans l'espace, peu importe sa taille, il doit être adapté à son environnement, comme les changements de température, les rayonnements cosmiques. Il faut s'adapter à l'environnement spatial. Donc c'est génial que vous puissiez réaliser tout cela. Je vous admire beaucoup. Merci. Vous êtes un talent de l'aérospatial. Dans cette équipe, il y en aura quelques-uns qui deviendront des professionnels de l'aérospatial. Justement, je vais étudier une spécialité dans les sciences et technologies. Mais en fait, je ne dis pas souvent aux autres que dans mon cœur, en fait, je veux être photographe. Nous avons créé cette ambiance émotionnelle en disant que parmi eux, il y aura de bons professionnels aérospatiaux. Et puis vous dites que vous voulez être photographe. Pas étonnant que vous ayez envoyé un appareil photo dans le ciel. Je veux être photographe, comme un photographe du National Geographic. Il peut aller dans différentes parties du monde pour montrer des paysages différents. Parce que je pense, comme vous l'avez dit, quand on est professionnel de l'aérospatial, on a une grande responsabilité et une lourde charge, donc beaucoup de pression. Et puis faire ce travail pendant des décennies, comme vous, n'est-ce pas un peu lassant? Et puis le monde est vaste, j'ai envie de le découvrir. Les jeunes ont peur de cela. Il a envie de faire carrière dans l'aérospatial, mais il pense aussi que ce travail exige qu'on travaille tous les jours en laboratoire, à l'usine, en portant un masque blanc. Pas forcément, on peut prendre des vacances partout où on veut. Par exemple, vous voulez faire de la photographie. Nous avons beaucoup de photographes, il y a même une association de photographie. On aime la photo. Ils vont souvent dans la nature pour prendre des photos, de bonnes photos. Ça a été pris par vos collègues? Ils ont pris des photos. Celle-ci est magnifique. C'était le jour de la fête de la mi-automne. Le ciel était très beau. J'étais à la base. Comme l'air était très agréable, les étoiles particulièrement visibles, je suis sorti admirer le ciel. Mais si on s'engage dans un travail,
Je crois que c'est partout pareil. Il faut se concentrer. Oui, il y a de la pression au début. La mission doit être un succès, en particulier dans le domaine des vols habités. On doit assurer la sécurité des astronautes. Une responsabilité majeure apporte une pression importante, parce que vous devez mener à bien votre travail. Je le fais depuis tant d'années. Eh bien, il faut dire que si vous travaillez bien et que vous êtes sûr de votre travail, votre pression va naturellement diminuer. Si votre travail n'est pas bien achevé, votre pression ne se relâchera pas. Avant le lancement, en fait, j'étais particulièrement soulagé. Je suis sorti faire une promenade matinale. J'étais très détendu à ce moment-là. Vous êtes encore au lycée, ne vous pressez pas à planifier l'avenir. Faites ce qui vous intéresse. Même si vous avez fait un petit satellite aujourd'hui, on ne vous force pas à devenir un professionnel de l'aérospatial. Les jeunes décident par eux-mêmes. D'accord, merci. Je m'efforcerai d'être à la hauteur de votre confiance. Bonjour Monsieur Sa et Monsieur Zhu. Après avoir suivi le discours de Monsieur Zhu sur l'éthique de travail de son équipe, ce qui m'a le plus impressionné, ce sont ces 4 mots: rigueur, prudence, méticuleux et pragmatique. J'ai écrit ces 4 mots très sérieusement, parce que franchement, ces 4 mots m'ont beaucoup touché. Mais en même temps, nous avons constaté que dans le domaine de la recherche scientifique, beaucoup d'innovations et de produits technologiques sont souvent le résultat d'accidents. Par exemple, Alexander Fleming a découvert la pénicilline, précisément parce qu'il a retrouvé ses cultures de bactéries qu'il avait oubliées au laboratoire après ses vacances de 3 semaines. Il a accidentellement trouvé la pénicilline. Tiangong 2 a aussi beaucoup d'innovations. Donc nous disons que souvent l'innovation signifie briser certaines règles. Alors comment pouvons-nous réaliser l'innovation? Dans la conception, nous avons également souligné ceci. Nous devons faire un remue-ménage. Vous avez de bonnes idées? On peut dessiner n'importe quoi sur une feuille vierge. La recherche scientifique, en particulier la découverte d'une nouvelle substance ou de nouvelles lois, ce n'est pas comme l'ingénierie. Par exemple, si je conçois une voiture, je peux la concevoir n'importe comment. Mais une fois que la conception est déterminée, je dois fabriquer cette voiture. Dans ce processus, je dois travailler de manière rigoureuse, prudente, méticuleuse et pragmatique. Ce principe est appliqué dans le processus de la réalisation de l'ouvrage. L'équipe de recherche et développement peut innover sans restriction. Donc ce sont 2 étapes dans le processus de recherche et développement. Oui, 2 phases. Ensuite, j'ai une autre question. Par exemple, si je postule pour un poste dans l'aérospatial en tant que recruteur, quels critères avez-vous? Si vous voulez postuler, je vais immédiatement vous recruter. Merci, Monsieur Zhu. Vous ne pouvez pas la recruter pour qu'elle participe à l'émission. Non, soyez strict. Comment avez-vous choisi votre équipe? J'étudie l'ingénierie système. Je suis diplômée de l'Université de Pennsylvanie. Pas de problème. Sa spécialité est plutôt compatible. L'ingénierie des systèmes, ça va. On peut faire la conception globale avec des connaissances de l'ingénierie des systèmes. Bien sûr, nous ne cherchons pas que des spécialistes dans un seul domaine, car beaucoup de choses sont communes. En fait, on peut encore apprendre en travaillant. Donc durant l'entretien, on leur pose quelques questions et on voit comment ils y répondent. On évalue leur mode de pensée pour voir s'ils sont logiques et rigoureux. C'est notre souci principal. Eh bien, posez-lui une question. Faisons une simulation d'entretien, d'accord? Je vous pose une question. Vous étudiez l'ingénierie des systèmes. Vous devriez savoir faire la conception d'un système global, n'est-ce pas? Puisque cela concerne tous les aspects. S'il existe de nombreuses opinions différentes et que le débat est plutôt intense, comment résolvez-vous ce problème? Tout d'abord, on doit écouter attentivement, trouver les points de divergence, puis collecter des données et effectuer une analyse de données à grande échelle. Je pense que les données sont les plus convaincantes. Finalement, on choisit la meilleure solution, la plus raisonnable. Bien, rentrez et attendez la réponse. Elle a bien répondu. Merci, Monsieur Zhu. C'était comment? Très bien. Dites la vérité. Est-ce qu'elle fait partie des gens ordinaires, moyens ou alors bons? C'est une réponse excellente. Merci, Monsieur Zhu. Je pose une autre question. Dans votre discours, vous avez mentionné une règle d'or dans le travail qui est obligatoire, n'est-ce pas? Je vais voir si vous avez écouté attentivement. Ne regardez pas vos notes. Le principe 0 défaut. Il faut avoir un cadre, agir dans ce cadre et tenir un registre. Pas mal. Bien, rentrez chez vous et attendez la réponse. Vous avez écouté attentivement, c'est pas mal. Allez, Zhang Miming. Bonjour Monsieur Sa et Monsieur Zhou. Lors de la construction de la Station spatiale internationale, les pays étrangers étaient-ils contre la participation de la Chine? Non. En fait, nous n'avons pas postulé.
Nous adhérons toujours au principe de l'indépendance et l'autonomie dans le domaine des vols spatiaux habités. Nous avons développé une stratégie en 3 étapes. Nous n'avons pas demandé à rejoindre la Station spatiale internationale. En 2024, la Station spatiale internationale ne sera plus en service. À ce moment-là, la Station spatiale chinoise sera la seule dans l'espace? C'est ça. Est-ce que vous avez une idée sur l'apparence de la station spatiale de notre pays? Notre station spatiale nationale aura un module central et 2 modules laboratoires. Les 3 modules formeront un T, c'est-à-dire 2 modules de chaque côté du module central. Comme ça? Oui, le vaisseau spatial habité est amarré à l'avant et le vaisseau spatial cargo est ancré à l'arrière, ce qui forme une croix. Ah, une croix. Oui, voilà. Merci. Et à ce moment-là, ce jeune homme pourra piloter un vaisseau spatial pour, entre autres, faire le réapprovisionnement en combustible. Il pourra vraiment trouver un travail dans ce domaine. Nous allons travailler ensemble, y compris avec ce lycéen. Non, il est photographe. Il sera dans le désert du Sahara. Merci. Chen Zhepeng. Bonjour Monsieur Sa et Monsieur Zhu. Je suis étudiant en astronomie de l'Université normale de Beijing, le département d'astronomie. Oui, tout à l'heure, il a déclaré qu'il voulait être photographe. En fait, je suis amateur d'astrophotographie. Je suis particulièrement passionné par l'observation astronomique et l'astrophotographie. J'ai pris une photo au sol lors du passage de Tiangong 2. Au sol? Oui. C'est possible? C'est très rare. Ce n'est peut-être pas très évident. Regardez le coin supérieur droit. C'est la trajectoire? Oui. C'est Tiangong 2 venant d'être lancé. C'est son premier passage au-dessus de Beijing. On a un grand appareil au sol. C'est très difficile de pouvoir faire ce genre de photos. Et ensuite, j'ai également photographié la Station spatiale internationale. Elle est relativement grande, donc plus lumineuse. Pourquoi l'image est divisée? C'est un effet photographique? Ah, parce qu'il existe une limite de temps d'exposition. On doit les assembler à la fin. C'est la trajectoire de la Station spatiale internationale. Puisque moi, comme la plupart des gens, je resterai toute ma vie au sol. Votre ton est si triste. Ici, avec ces équipements photographiques relativement bons et avec de bonnes conditions, on peut également prendre ce genre de photos du ciel. Mais malgré cela, nous sommes encore entravés par l'atmosphère. Pour résoudre ce problème, la NASA aux États-Unis a lancé un télescope spatial très connu, Hubble, qui nous donne beaucoup de belles photos. Je me souviens que son coût s'élevait à 3 milliards de dollars. Ensuite, après le lancement, il n'a pas commencé à travailler immédiatement. Il a été lancé en 1990, mais en 1993, il a subi 2 réparations avant qu'il ne commence à fonctionner. Beaucoup de ressources humaines, matérielles et financières ont été investies. Donc, je voudrais demander à M. Zhu s'il sera possible de construire notre propre observatoire spatial sur la plateforme existante et commode qu'est Tiangong 2 ou sur la future station spatiale. C'est possible. Notre future station spatiale aura un observatoire. Tiangong 2 peut détecter les sursauts gamma, la matière noire et recevoir des signaux. Le télescope Hubble prend des images et on peut voir les étoiles. Tiangong 2 n'a pas cette fonction, mais la future station spatiale l'aura. La station spatiale aura des équipements similaires au télescope Hubble, qui prendront des photos de l'univers. Nous avons également notre propre programme d'exploration spatiale. Oui, peu importe si vous n'allez pas là-haut, vous pourrez admirer les photos une fois transmises au sol. C'est la même chose que vous admirez dans l'univers. Vous venez de dire que Hubble a été réparé, ce qui montre également la valeur des vols spatiaux habités. À l'origine, la distance focale du télescope Hubble n'a pas bien été réglée, et il prenait des photos floues. Ensuite, des astronautes sont allés le réparer. Sinon, le télescope Hubble aurait été mis au rebut. Et 3 milliards de dollars auraient été gaspillés. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais les étoiles suscitent plein d'espoir chez les jeunes. L'industrie aérospatiale de la Chine leur donnera une plateforme plus large et tous leurs rêves pourront se réaliser. Je pense que dès maintenant, vous devez vous efforcer et vous préparer à réaliser vos rêves. Tous les spécialistes sur notre plateau ont souligné l'importance d'avoir les pieds sur Terre. Sans cela, vous n'aurez pas les ailes pour aller dans l'espace.
Je souhaite à chaque jeune ayant un rêve aérospatial de commencer à préparer ce rêve à partir de maintenant. Merci d'avoir suivi ce numéro de Magistral et à la prochaine. Merci.